y a 200 millions d'années, le supercontinent, appelé la Pangée, commençait à se fragmenter en plusieurs masses terrestres qui se déplacèrent dans différentes directions. Le continent indien se rapproche de 15 cm par an du continent eurasien. 130 millions d'années plus tard, il entre en collision, formant une chaîne de montagnes de 2500 km de long avec 14 sommets qui s'élèvent à plus de 8000 mètres, la chaîne de l'Himalaya. Dans cet immense territoire de l'Inde de 1 milliard d'habitants, nous atterrissons à New Delhi, si la mousson bien sûr nous le permet, pour nous rendre ensuite par la route au nord-ouest de la chaîne de l'Himalaya. Vous apercevez en pointillé le Cachemire qui est coupé en deux. Ce Cachemire, à majorité musulmane, est revendiqué par le Pakistan car après 3 guerres successives, une ligne de cessez-le-feu laisse au Pakistan en 1965 une partie du Cachemire. Manali, dans l'Himachal Pradesh, n'est pas très loin de Dharamsala où habite le Dalai Lama. Ensuite, nous remonterons vers le Ladakh et le Zanskar qui sont mitoyens à la Chine, l'Afghanistan et au Pakistan. Avec des moyens rudimentaires, on surélève les lignes électriques. On roule à gauche sur des routes surchargées avec un risque d'accident très important. L'éléphant d'Asie, on le reconnaît à ses petites oreilles, alors que celui d'Afrique en a des immenses. L'aigle se trouve jamais très haut, façon de parler, vers les 4000 mètres d'altitude. Ainsi que la marmotte, géante, par rapport à celle de nos montagnes. Écoutez leurs petits cris. Nous approchons du Rotangla, 4000 mètres d'altitude, où les Indiens viennent au sport d'hiver. Après Sarchou, nous avons campé à 4400 mètres d'altitude, puis passé le Lachungla, 5060, et le fameux col de Tanglangla, 5328 mètres, la deuxième route carrossée la plus haute de la planète. Le Kandongla, au nord de Leh, est à 5602 mètres d'altitude avant de descendre sur Leh, la capitale du Ladakh. C'est le col le plus haut de la planète. Présentation de notre équipe de haute montagne que l'on appelle des Zanskarpas. Stansing, le chef Zanskarpa du village de Reru, point de départ du trek où les enfants tibétains sont pensionnaires. Et il n'est pas aussi avec nous pour la tête. Ouais. Il est aussi Zanskarpa. Ah ouais. Oui. Et de quel village? Le Karcha, oui. Karcha. Ça, c'est Zangla. Zangla, il y a une Zangla, il y a une... Il n'est pas avec nous pour la tech.
il habite à Zanskar. Il habite à Tsaza. Et Balkishna Tamang, notre cuisinier venu du Népal. Martine décide de l'appeler Roger, son nom reste trop compliqué pour nous Européens. Après Kargil, à la frontière du Pakistan, nous rentrons dans ce secteur complètement musulman. Nous rencontrons des enfants, tendent la main pour obtenir des voyageurs un présent, des roupies, etc. Ce grand glacier du massif du Kunlun, 7135 mètres d'altitude, de la chaîne du Karakoram, a perdu presque 50% de glace entre 1998 et 2008. Le réchauffement de la planète est bien réel. Lorsque le bus ne passe pas, il faut descendre par mesure de sécurité pour dégager la route. Heureusement qu'il possède à l'arrière une double roue car la plupart du temps, celle à l'extérieur se trouve souvent dans le vide. Nous approchons du Zanskar, ce royaume tibétain annexé en 1834 par un Maharaja du Cachemire avec une magnifique porte ici représentée par un shorten. Le shorten est la version tibétaine du stupa hindou. Il en existe de toutes les tailles et de plusieurs couleurs. Les manis, murs couverts de pierres gravées de mantras. La musique de fond Om Mani Padme Hum représente le symbole tibétain gravé sur ces pierres avant de rencontrer un champ d'Edelweiss près de Randung sur lequel on va passer la nuit. L'Edelweiss est l'emblème des guides et des alpinistes. Comme le cactus, l'Edelweiss est une plante grasse qui emmagasine l'eau et le sucre dans ses feuilles et pousse toujours au-dessus de 4000 mètres. Le yak, ce ruminant au corps massif, la longue toison soyeuse est certainement l'animal le plus utile aux populations des hautes vallées himalayennes, très apprécié par son lait et sa chair. On utilise sa laine pour en faire de solides couvertures et des toiles de tente. Sa bouse séchée sert de combustible. Il porte sans peine 150 kg alors que nos petits chevaux ne dépassent pas 75 kg. Il vit à très haute altitude, entre 4 et 6 000 mètres d'altitude. Il ne descend jamais en dessous de 3000 mètres, il ne pourrait pas vivre. C'est le danger. Allez. Ayang Tanti, Ayang Dani, Ayang Dansu, Ayang Tambe, Ayang Dana, Ayang Dansu, Ayang Dansu, Et c'est avec les mêmes mains que nos petites tibétaines malaxent les bousses de yak et ensuite les petits fromages blancs. La femelle du yak s'appelle la drisse. Le croisement d'un yak mâle et d'une vache domestique produit un pozzo
tandis que le croisement d'un taureau domestique et d'une femelle yak produit un dzo, ce qui est le plus courant. La bouse et les fromages blancs sont descendus des alpages au village régulièrement, car cette période ne dure que 3 à 4 mois pendant l'été. Nous laissons le Pensilla pour cheminer vers Padoum, puis vers le monastère de Mounet, rénové d'ailleurs par l'association de Véronique Jeannot, pour arriver à Rouret. Ce village de Rouret, c'est le village de notre Zanskarpa, Stansing. Ici, nous allons rencontrer une école de petits Tibétains en pensionnat qui rassemble les enfants de 4 à 5 villages. Il est 7 heures du matin. Après une bonne nuit, il faut se détendre pour bien commencer la journée, pour que le corps et l'esprit soient prêts pour commencer cette journée d'altitude. Running juga. Ah, mana pan? Oh, yes. Ini sampai minum. Icar sampai dorang. Oh. Dorang sampai minum. Apa sih? Jangan kahai. Des rencontres exceptionnelles tout le long du périple, et notamment celle avec mon Zanskarpa de 2001, Tashi Falgon, et oui, 7 ans après, en plein Himalaya, à 4800 mètres d'altitude. Le monde est petit. Celui-ci à l'époque faisait le guide pour une grosse agence, et aujourd'hui il a montré sa propre agence et même son cybercafé à Padoum. Le bruit de fond, c'est la rivière, le Dzarab. Voilà les ponts. Passage obligatoire pour continuer notre chemin. Celui-là est d'ailleurs le plus confortable malgré une rambarde en mauvais état. Celui-ci, plus de rambarde, mais il faut passer. Et là, complètement fou, le pont de liane. Il faut des branchettes de 20 à 40 cm de bouleau de préférence, mais uniquement des arbustes que l'on fait pousser à plus de 4000 mètres. Tous les ans, les habitants étaient obligés de les remettre en état à la sortie de l'hiver. Il y avait 11 ponts en 1980, 3 en 1996, plus qu'un en 2001. Celui-ci d'ailleurs est resté en place pour le souvenir, mais interdit de passage car les branchettes ne sont plus renouvelées. Et là, les animaux ne peuvent pas passer. Alors, nos Zanskarpa portent toutes nos charges de l'autre côté, et les chevaux, que vont-ils faire? Ils vont passer à la nage. Et avec le courant, vous allez le voir, on va seulement les récupérer 300 mètres plus bas. Nous sommes sur le Dzarab qui va se jeter dans le Zanskar, qui lui-même va se jeter dans l'Indus. De splendides manies, des pierres gravées qu'il faut toujours contourner par la gauche. Les pierres gravées de mantra et en particulier la formule sacrée Om Mani Padme Hum que vous percevez dans le fond sonore de la musique du film. Cela veut dire
Béni soit le joyau sacré dans la fleur de lotus. Notre caravane passe. Il marche beaucoup plus vite que nous. 11 petits chevaux plus 1 en secours pour nous les trekkers, c'est-à-dire les marcheurs. Alors pourquoi des petits chevaux alors que le pays regorge de yaks? Il ne faut pas faire l'erreur de les utiliser. Ils sont dans les alpages entre 4 et 6 000 mètres pour faire la provision pour l'hiver, bouse de yak, laine et fromage. Parfois, le périple reste dangereux, mais lorsque l'on marche 10 à 12 heures par jour, plus rien ne fait peur. Mais regardez ce spectacle, le bouquetin d'Asie ou baral, c'est l'un des ongulés le plus commun de cette zone. Comme tous les caprinés, le bouquetin d'Asie ou baral préfère les régions accidentées et rocheuses où il lui est plus facile de fuir ses prédateurs. On va reconnaître le mâle à sa grande barbiche fournie et à ses longues cornes dentelées en forme de cimeterre. Les cornes de la femelle sont beaucoup plus petites et lisses. Cette région abrite d'ailleurs la plus grande espèce ovine du monde, l'argali du Tibet, qui mesure 1,20 m à 1,50 m et peut peser jusqu'à 130 kg et vit toujours au-dessus de 4500 mètres d'altitude. La grande chance que nous avons est que le vent nous est favorable, sinon ils nous auraient perçus et nous n'aurions jamais pu les filmer. Nous allons poser notre camp à Purné. Et nous allons pouvoir nous laver avec de l'eau chaude grâce à l'énergie solaire, comme cette jeune tibétaine qui se lave les cheveux. Après bien des difficultés, nous touchons au but. Phuktal. Dominant le Tsarap en amont de Purne, Phuktal, de par sa situation, est certainement le site monastique le plus impressionnant du Zanskar et de tout le grand et petit Tibet. Quel émerveillement lorsqu'au détour du chemin l'on voit tout à coup surgir le monastère devant nous. Les bâtiments sont blottis à l'entrée d'une grotte qui constitue le centre religieux du complexe. Tout en haut, un genévrier millénaire où ses racines plongent dans la grotte où se trouve une source d'eau pure jamais tarie. La fondation de Phuktal remonte au traducteur du Zanskar Pagpa Sera au début du XIIe siècle, dans les années 1100. Il y a 660 ans, un moine s'est installé dans cette grotte au pied de cette source et au fil des siècles, tout autour s'est agrippé le monastère. Les moignons sont de plus en plus nombreux pour assurer la relève. La grotte est en pleine réfection. Vous remarquerez que malgré leur charge, les ouvriers passent à gauche du Shorten, alors que le chantier se trouve beaucoup plus près en passant par la droite. En dessous, la salle à manger, qui va devenir la salle de classe dans la journée. Une classe tout à fait particulière, car les enfants apprennent l'histoire et la géographie tout en s'amusant.
On se fait pas bouger toi derrière. La cuisine dans la grotte est maintenant assurée par les jeunes, alors qu'il y a seulement 7 ans, les adultes s'en occupaient. La nourriture de base reste le riz et bien sûr le thé salé au beurre de yak. La structure des toitures pour apporter de l'isolation et de la décoration à la pièce d'habitation sont à base de branchettes de bouleau. Comme le Tibétain croit en la réincarnation, surtout dans les animaux, vous pensez que les oiseaux sont particulièrement choyés. Le responsable des prières énonce des psaumes pendant la totalité du repas. Certaines maisons du monastère reçoivent de l'énergie solaire avec des cellules photovoltaïques posées sur la toiture uniquement pour l'éclairage. Les moinillons sont au monastère en grande partie pour leur survie, puis de leur éducation et seulement pour certains devenir moines. Ils sont nourris et logés et apprennent à vivre en société, en se cultivant toujours au travers de la prière. Contrairement à nos religions, ils peuvent partir du monastère et même se marier et avoir des enfants. Toutes les rues du monastère sont des galeries pour aller d'une maison à l'autre, car cela protège de l'hiver à moins 35 degrés. Nous laissons Puktal. Puk veut dire en tibétain grotte et Tal vers le Nirvana. Nous allons nous diriger ensuite vers Ishar, un village fortifié.
Le blé sera bientôt prêt à être ramassé. C'est une des 3 cultures de base, blé, orge et petits pois. Ishar avec son magnifique shorten. Les différentes parties du shorten ont un sens symbolique qui correspond à leur forme. La base carrée signifie l'élémentaire, ce sur quoi l'on s'appuie, c'est-à-dire la solidité. La partie en forme de globe ou incurvée représente la goutte d'eau et l'élément eau, c'est-à-dire la fluidité. La partie en forme de flèche ou de flamme symbolise l'élément feu, c'est-à-dire la chaleur. Le croissant en forme de lune ou de ciel inversé représente l'élément air, c'est-à-dire la transparence. Le petit cercle s'effilant en pointe dans l'espace symbolise l'élément éther, c'est-à-dire la subtilité. Le sac à dos des Tibétaines avec lequel ils descendent de la bouse de yak des alpages au village. Le royaume de Zangla, le dernier village tout au fond de cette vallée extraordinaire donc du Sanskar, avec la reine, son fils, le régent et un des 3 petits-enfants. La maison de la reine possède son propre monastère à l'étage, avec des livres tibétains venus directement de Lhasa. La couverture donc des livres sont en bois, un magnifique bois sculpté, et à l'intérieur les prières tibétaines. Depuis le village de Sadzar, ce village où nous avons déposé notre camp, où j'ai vu naître Dolma en 1996, la petite fille que vous allez apercevoir tout à l'heure avec sa maman qui ramasse donc les petits pois. Tout le village va prendre notre autobus pour se rendre aux fêtes annuelles de Sani. Ce n'est pas tous les jours que le village va disposer d'un bus. Il faut donc en profiter. Sani est sa fête annuelle. Les hommes préparent des friandises à base de farine d'orge, le sampa pour la fête. En temps normal, on mange le sampa en petites boulettes dans un bol. Mais là, pour la fête, ils font des friandises en forme de poire avec cette farine d'orge. Les moines et leur rituel, où la présence des Européens ne gêne absolument pas.
Pour un Zanskarpa, c'est un jour de fête. Il met son plus bel habit ce jour-là et on peut voir les magnifiques coiffes des femmes et tous leurs bijoux. Cette cérémonie est un enseignement religieux au cours duquel les moines revêtent des habits somptueux et des masques effrayants ou amusants pour exécuter des danses rituelles. Souvent, il s'agit de représenter des réincarnations successives d'un personnage de leur panthéon. Pour les profanes que nous sommes, cette cérémonie ressemble à un carnaval où les moines se déguisent pour un bal masqué. On peut rapprocher cette cérémonie du chemin de croix du vendredi de Pâques dans le rituel chrétien où l'on représente la fin de la vie du Christ. Les danses rituelles du bouddhisme tantrique pratiquées au Tibet et en Mongolie se classent selon leurs fonctions respectives en deux genres distincts. Le premier, appelé Gar, a pour but de régler par des mouvements gracieux la cérémonie de bénédiction du sol et de l'action d'offrande. La deuxième, appelée Shams, comprend diverses manières de mouvoir les mains et le corps avec de nombreux pas de danse. Adieu au village de Sadzar, à Dolma et à sa fille d'ailleurs, qui s'appelle également Dolma, que j'ai vu naître en 1996. L'institutrice qui vient nous confier tous les enfants que nous allons ramener aller au Ladakh. Shivaya Buddhista Dvaya Mahasa
Les 3 grands-enfants de Sandup, notre Zanskarpa de ce village de Sadzar, qui font leurs études en Inde et qui arrivent ici avec Gilbert. Sans oublier le fils de la reine que nous avons rencontré à Zambla avec son t-shirt vert. Karcha, ce splendide monastère toujours bien exposé plein sud, est le plus grand monastère du Zanskar. Fondé au XIIe siècle, il abrite près de 160 moines. Et avec nos 13 enfants, il faut improviser pour que le soir, on puisse loger tout le monde dans un dortoir. Doucement. Le matin, en partant, il faut bien sûr tout ranger et charger le bus. Les enfants, sans que l'on demande quoi que ce soit, mettent la main à la pâte. Merveilleux site d'Alchi, où au travers de ses paysages et de la tranquillité de son monastère aux couleurs inhabituelles bleu et rouge, de ses fresques uniques, on découvre dans les alentours le chemin de la sagesse. L'idéal de la société est le renoncement aux biens matériels et à la maîtrise de soi pour se détacher de l'entrave d'un corps et d'un esprit trop dépendants. À 3800 mètres, avec les abricots, un oasis renommé par ses arbres fruitiers que l'on fait sécher pour l'hiver. Les bols chantants constitués d'un alliage complexe de 7 métaux, chaque métal correspond à une planète et chaque bol a un son unique. TCV School veut dire Tibetan Children Village École, les enfants réfugiés du Tibet. Cette fondation fut créée en 1960 par la sœur aînée du Dalai Lama, Madame Tsering Dolma Thalkla. Cette fondation que vous allez visiter, elle fut créée en 1975. Aujourd'hui, elle a 1921 élèves et 246 personnes pour l'encadrement, soit 13%. Écrit en français, l'autre sœur du Dalai Lama, Jetsum Pema, la présidente d'aujourd'hui. 80% des enfants sont sponsorisés ou, si vous préférez, parrainés par des Français. En France, plusieurs associations envoient des fonds ou parrainent cette fondation TCV au Ladakh. Pour parrainer un enfant, seulement 30 € par mois pendant toute sa scolarité, depuis la baby crèche, puis de la classe 1 à la classe 12. Manchuk. Ketchup. Wanchuk est donc le filleul de Christian. Et là, en ce moment, c'est un cours d'anglais donné par la
Le Tibetan Children's Village de Choklamsar, au Ladakh, dans l'extrême nord de l'Inde, en Himalaya. 50% sont pensionnaires et vivent sur place. Les autres rentrent chez eux pour retrouver leurs parents qui travaillent et qui ont un statut de réfugié en Inde. Depuis une année, le visa est passé à 1 an, alors que celui-ci devait se renouveler tous les 6 mois. Le gouvernement indien améliore régulièrement le statut de ces réfugiés tibétains. La bibliothèque où les enfants viennent en dehors des heures de cours s'instruire, c'est comme chez nous. Mon ami Gilbert demande si ses livres sont sur les étagères. Aucun ne sont présents, c'est donc bon signe, pas étonnant, car celui-ci vient dans cette région depuis 1980. Il a fait, dans ces années-là, l'ouverture du Zanskar interdit au monde extérieur. Alors, vous remarquez, il y a essentiellement des filles, il y a quelques garçons. Et c'est il y a plusieurs classes 8, et c'est la meilleure section. Alors elle me dit, les garçons sont jamais très bons, très bons. Nous sommes dans les classes 1 et 2. Vous remarquerez que les enfants n'ont pas de siège, ils sont par terre. C'est seulement à partir de la classe 3 et 4 que les enfants sont assis sur une chaise face à leur bureau. Car, par définition, les petits bougent trop et pourquoi les obliger à rester en place et assis ? Tout au fond, sur le mur, un petit clin d'œil au drapeau tibétain. Tous ensemble, nous allons compter en tibétain. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
선생님한테 싹 갖다 가르치러 갈랍세. 가을 누구래? 자신이 누구? 가을 누구래? 세리배. 야, 공을 갖다 가면도 싹 갖다 렛배. 라 갖다 렛배. 라 갖다 렛배. 야, 한 가자래. 저기냐? 빠, 가르쳐래. 네. 민두라, 네. 상하당아, 가, 상하. 빠, 빠, 이라가라. 아니, 상하가 제일 크대. 쌍고 죽지 나네. 시기라. 쌍고 죽지 나 쌍하당아 제일 크대. 시기라. 쌍하당아 제일 쌍고나 제일 쌍 좋아요래. 삭품 시작다. Jusle. Jangan salah. Dia tak boleh. Yang dia. Saya tanya macam tu. Kamu cuci nak sama tak. Mesti lo, tante cium ada. Yang tidak ya, piam lambat dah. Coba kerja. Dans la cantine, il faut rester dans la tradition, donc battre le beurre pour nous servir le thé salé au beurre de yak. Hansung est pensif. Il va passer la journée avec ses marraines et parrains et abandonner exceptionnellement sa classe 3 qu'il laisse cette année pour passer brillamment en classe 4 l'année prochaine. Comme dans toutes les écoles du monde, entre deux cours, la récréation, ou plutôt le changement de classe. Les tout petits de la classe 1 et 2, toujours assis par terre, reçoivent la collation du matin. Et devinez ce qu'ils boivent. Du thé salé au beurre de yak. Yeah, 30. 7 days follows and 31. So some are inside there. Yeah. Nous allons visiter les maisons d'habitation des enfants réfugiés qui ne rentrent pas chez eux. Les parents sont par exemple des nomades qui vivent dans les alpages. Des dortoirs de 10 enfants. Et vous allez découvrir une pièce de jour extraordinaire chauffée par l'énergie solaire, inventée par un Français, M. Trombe, qui a réalisé ses premières maisons solaires expérimentales dans les Pyrénées à Font-Romeu, au Deio.
quittant la fondation TCV à la sortie encore de l'énergie solaire, mais cette fois-ci pour la fabrication de l'eau chaude sanitaire. À Chokamsar, la maison du Dalai Lama est bien présente. Dans cette architecture tibétaine, voilà Hansun qui nous accompagne et qui ne se fait pas prier pour faire ses dévotions tibétaines. Le Dalai Lama a voulu lors de sa construction faire participer tous les artisans qui vivent autour de la région. De ce fait, le plafond en bois de son salon est réalisé par un artisan musulman dans la tradition du Cachemire. Dans cette maison, quelle que soit sa croyance, on ressent un profond sentiment de sérénité et de calme. Christian, me, Mamet, Majin, Shibe. Le petit potala de Tixé qui ressemble étrangement au potala de Lhasa, la capitale du Tibet. Fantastique ensemble architectural qui couvre de haut en bas une colline située à 17 km de lait sur la rive droite de l'Indus. Fondé au XVe siècle, quelques 80 moines y résident. Le temple de Maitreya abrite une immense statue de Bouddha Maitreya, consacrée par le Dalai Lama en 1980. Le mandala, c'est un terme sanskrit signifiant cercle et par extension sphère, environnement, communauté, puisqu'il désigne avant tout l'entourage sacré d'un dieu ou d'une déesse. Le diagramme symbolique du mandala peut alors servir de support de méditation. Certains mandalas, très élaborés et codifiés, en deviennent semi-figuratifs ou semi-abstraits. La méditation du mandala proprement dite consiste en une visualisation très vive et détaillée d'une déesse ou d'un dieu, et des dédiés bien sûr secondaires associés, appelés son assemblée, avec les postures, gestes et objets symboliques prescrits. Au départ de la méditation, le mandala est un objectif qui guide le méditant. Pour choisir son mandala, il faut éprouver comme avec une personne une attirance particulière pour lui, je veux dire pour la figure qui en occupe le centre et qui varie d'un mandala à l'autre. En effet, chaque dieu, disons la plupart d'entre elles, a un mandala qui lui est propre. Il faut donc identifier ce lien qui nous rattache à tel ou à tel dieu. Dans nos vies passées, nous avons accumulé des karmas, c'est-à-dire des actions. Nous avons éprouvé des sentiments, ressenti des passions, et cela a déterminé en nous une sorte de paysage affectif qui, dans notre vie présente, nous porte naturellement vers certaines formes, vers certains êtres ou certains dieux. Dans un mandala, tout a un sens, rien n'est le fait du hasard, dans cette roue du temps ou de la vie. Nous finirons nos images avec en fond l'hymne tibétain.